Oui, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à ceux et il n'y a pas de problème, évidemment, euh, qui mangent en dormant. Non, pardon, mais qui viennent à cette session en grignotant un petit sandwich. Euh, on va attendre même pas une minute, là. Euh, je me permets de présenter Valérie, que certains d'entre vous connaissent, parce qu'elle est venue faire euh, pas mal d'activités ici, de la sophrologie, parce qu'elle est maître keysedienne en sophrologie. Elle a ensuite développé des talents pour la méditation. On a fait aussi de l'auto-hypnose et récemment, grâce à Françoise, ici présente, on a fait aussi de la sophrologie et des bols chantants tibétains. Vous voyez jusqu'où on pousse la technique du bien-être et du réconfort. Et là, on s'est attaqué à un sujet qui est assez connu, mais on va essayer de le traiter différemment. Sur le sommeil et les techniques de sommeil et d'endormissement. Et ce qu'il y a de merveilleux avec Valérie, avec qui je travaille depuis 20 ans, dans différentes fonctions, parce qu'on se connaît bien, euh, c'est qu'elle a toujours des petites innovations, puis vous verrez, elle a des cadeaux et des bonus pour vous. J'espère que ça vous servira. Merci aux gens qui sont en télétravail ou simplement branchés sur la ligne d'Orange. Et vous aussi, vous faites partie de la communauté. Et c'est très agréable de revenir à Arcueil, que je n'avais pas vu fini dans son entrée, puisque je ne suis pas venu la dernière fois. Voilà. Bravo pour ce bel accueil, comme d'habitude chez Orange. Valérie, c'est à toi. Bonjour, alors bonjour à tous, mais merci Eric pour la présentation. Je connais encore effectivement certains d'entre vous. Je m'appelle Valérie Pasquier. J'ai créé quelque chose qui s'appelle Apprivoiser son stress. Je vous en reparlerai tout à l'heure parce que il va y avoir pour vous un accès à ce dont on va parler aujourd'hui. Je travaille dans le domaine de la gestion du stress en entreprise et ailleurs depuis 25 ans, ça me rajeunit pas, mais c'est le cas. Donc, je suis effectivement un master spécialiste en sophrologie caïcédienne, instructeur de méditation de pleine conscience, enfin, différentes choses, toujours autour des compétences comportementales, de la gestion du stress. Et dans le cadre de la sophrologie, ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille avec des gens sur la thématique du sommeil, notamment avec des centres du sommeil, où on apporte des choses pour soutenir, aider des personnes qui sont en difficulté dans ce domaine-là. Donc, on va passer 1 heure ensemble à parler de sommeil. Le but, c'est aussi pour vous de pouvoir ensuite poser des questions, de discuter. Le sujet est très, 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 très vaste on va pas tout pouvoir couvrir, mais on va faire le maximum pour vous apporter des choses utiles et très concrètes avec lesquelles vous pourrez repartir ensuite. Le sommeil, alors bien sûr, c'est central. Et c'est quelque chose qui pose souvent problème. Euh, les derniers sondages de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui ont été faits avant la journée mondiale du sommeil qui était mi-mars, ont sorti un certain nombre de chiffres. On ne va pas parler énormément de chiffres, mais quand même quelques-uns. Près de la moitié des Français se disent fatigués au réveil. C'est 49%, c'est énorme, avec ce sentiment de sommeil peu récupérateur ou insuffisamment récupérateur. Et pour 42% de la population, le sommeil, c'est en tête des éléments euh, auxquels il faut être attentif pour être en bonne santé. C'est devant l'alimentation, c'est devant le fait de bouger, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait central. 38% des personnes déclarent avoir des problèmes de sommeil. Alors, plus de femmes que d'hommes, d'une manière générale, particulièrement plus de femmes à partir de 48-50 ans et un peu plus. Mais les troubles du sommeil sont généralement et majoritairement, c'est de l'insomnie. Il y a plusieurs types d'insomnie. On en reparlera parce que le but, c'est aussi que vous puissiez poser des questions, qu'on puisse discuter
sans bien sûr aller dans les cas archi particuliers, mais quand même, il y a des grandes questions. Eric a un micro, donc n'hésitez pas, et puis pourra transmettre les questions qui sont des personnes qui nous suivent par Teams. Donc, il n'y a pas de problème, on fera un temps de questions-réponses. Alors, on va commencer par parler du sommeil pour avoir un peu une idée de comment vous dormez. C'est toujours très subjectif, le sommeil. Hein. Il y a des moments où on a l'impression d'avoir mal dormi, des moments où on a l'impression d'avoir bien dormi. Ça ne dépend pas forcément du nombre d'heures. Donc, on va parler du sommeil et de vos impressions. On va parler de la manière de se concentrer, de canaliser ses pensées avec une première technique sur des respirations. Ensuite, on va parler du sommeil, ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on s'endort, qu'est-ce qui favorise. Alors, on a tous des idées, mais on va pouvoir en parler. Les conditions propices avec un moment de relaxation que je vous proposerai. Et puis, nous irons ensuite voir ce qui se passe dans notre cerveau et la vigilance et le sommeil. On parlait tout à l'heure en aparté de la somnolence, de gens qui somnolent. Je ne sais pas si ça vous arrive. De temps en temps, avoir une attaque de paupières, la tête qui tombe, ou d'avoir vraiment des difficultés à rester éveillé. Donc, on va parler de ça. Puis, on parlera ensuite des ressources, parce que le but, c'est que ça soit pratique et que vous repartiez avec des choses que vous pouvez utiliser. Pour le sommeil, il y a une chose qui fonctionne à 100%. On vous l'a peut-être jamais dit, mais il y a une chose qui fonctionne à 100%. Le problème, c'est que c'est à l'inverse de ce qu'on veut. Si vous allez vous coucher en vous disant « il faut que je dorme bien », je ne sais pas si vous avez déjà essayé, ou si vous avez dit « il faut, voilà, demain, il faut que je sois en forme, il faut que je dorme, alors cette nuit, il faut vraiment que je dorme », là, ça marche à 100%, vous n'allez pas dormir. Ou vous aurez de la peine à vous endormir, ou vous allez vous réveiller après 20 minutes, c'est une horreur. Donc, ça, c'est une première chose. On parlera du pourquoi tout à l'heure et de comment on peut sortir de ça, parce que c'est vraiment ce qui va nous occuper ce matin, c'est de trouver des manières de sortir du cercle vicieux des problèmes de sommeil. Dans un premier temps, je vous propose un petit autotest, un test d'auto-évaluation sur le sommeil que vous pouvez avoir en scannant ce QR code ou, je suis désolée, elle est un peu longue, hein, l'URL. Alors, si pour une raison ou une autre, votre téléphone ou vous ne parvenez pas aujourd'hui, maintenant, immédiatement à faire le test, vous pourrez le faire parce que Françoise vous enverra de toute façon les ressources et vous pourrez le faire à tête reposée. Donc, vous pouvez faire le test tranquillement. Les réponses ne sont pas stockées sur le serveur. Vous aurez une fourchette dans laquelle vous vous situez. Si vous le souhaitez, et uniquement si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre adresse mail pour recevoir vos réponses par mail. Ce n'est en rien une obligation et encore une fois, rien n'est stocké sur le serveur, qui de toute façon se trouve en France. La connexion n'est pas suffisante pour le faire. Ça vous fera la bonne occasion de le faire après coup et ça renforcera tout ce qu'on va se dire pendant cette heure maintenant, parce que vous pourrez le faire tranquillement. Alors, il y a des personnes qui, vues d'ici, ont l'air de répondre aux questions. Ça ne fonctionne pas pour vous? Oui, ça fonctionne.
Ben, vous le recevrez par Françoise de toute façon, hein. Il y aura toutes les... Alors, pour ceux qui y parviennent, ou vous, quand vous le ferez, ça va vous donner 4 grands secteurs. Le premier secteur survivant, avec un sommeil très, très perturbé, où là, si vous êtes dans cette zone-là, le premier conseil, restez jusqu'à la fin de l'atelier, mais le premier conseil, c'est consulter, aller voir un médecin et aller voir un centre du sommeil, parce que parfois les médecins généralistes, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Par contre, un centre du sommeil va être beaucoup plus spécialisé pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir faire un diagnostic précis des perturbations du sommeil. Il peut y avoir des choses comme l'apnée du sommeil, comme le syndrome des jambes sans repos, qui peuvent être des affections du sommeil qui peuvent être traitées, accompagnées par des équipes compétentes. Si vous êtes dans le deuxième secteur, vous avez un sommeil désorganisé avec un sommeil instable. Là, il y a plusieurs pistes à explorer, celle dont on va parler aujourd'hui, puis d'autres. Là aussi, le premier conseil, c'est de vous rapprocher de votre médecin et d'un centre du sommeil. La zone jaune, voilà, un sommeil fluctuant. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes plus compliquées que d'autres, mais des ajustements d'hygiène de vie et d'approche du sommeil vont faire la différence. Et puis, si vous êtes dans les chanceux, vert, vous n'avez pas de questions sur le sommeil, tout va bien. Ne changez rien. Et puis, continuez comme ça. Je vous propose de passer à la suite. Alors, les choses qui influencent le sommeil, il y a plusieurs grandes catégories de choses qui peuvent influencer le sommeil. Il y a bien sûr ce qui est environnemental, c'est-à-dire que si vous habitez un endroit où il y a beaucoup de bruit, où vous êtes dérangé systématiquement pendant la nuit, ça c'est environnemental. Ça peut être aussi la lumière. Si vous ne pouvez pas occulter complètement et qu'il y a beaucoup de lumière là où vous dormez, on y reviendra sur l'influence de la lumière, ça va avoir une influence. Ça, c'est tout ce qui est environnemental. Il y a tout ce qui est social, c'est-à-dire en fonction de votre vie familiale, sociale, il va y avoir des choses qui vont pouvoir perturber votre sommeil. Il y a tout ce qui est physiologique. Donc il y a des périodes où on dort moins bien. Si vous avez un gros rhume, vous allez très mal dormir. Pour les femmes, la ménopause est une période où tous les systèmes et tous les rythmes de sommeil, pas que de sommeil, mais de sommeil aussi, vont être modifiés. Donc là, effectivement, physiologiquement, il y a une grosse influence. Il y a une influence professionnelle aussi. Alors, je ne pense pas que vous ayez beaucoup de travail posté chez vous, mais le travail posté, le travail de nuit, c'est quelque chose qui va perturber énormément le sommeil, parce que le sommeil fonctionne avec des rythmes, donc les changements de rythme vont avoir une grande influence, une influence délétère. Et puis, il y a ce qui va être un peu ma spécialité, et ce dont on va pas mal parler aujourd'hui, le stress, qui est un gros perturbateur de sommeil, voire même un des majeurs perturbateurs du sommeil. Donc parmi les personnes qui sont ici, qui a un sommeil moyen, indépendamment du test, dans le ressenti subjectif? Ok. Un excellent sommeil. Un très mauvais sommeil. D'accord. Donc, il y a une répartition. Il y a beaucoup de personnes qui ont un sommeil moyen, visiblement. Et est-ce que ce sont plutôt des problèmes d'endormissement le soir ou est-ce que ce sont des problèmes de réveil pendant la nuit ou de réveil très, très, très tôt le matin avec impossibilité de se rendormir? Ce sont les 3 grandes catégories. Réveil pendant la nuit, endormissement très tôt le matin. Donc voilà, il y a un peu de... C'est très représentatif parce que c'est bien, il y a vraiment... Oui. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. On y reviendra tout à l'heure sur les cycles du sommeil. Il est normal, entre guillemets, de se réveiller la nuit, ou en tout cas de remonter pratiquement jusqu'à la conscience. Généralement, on n'en se rend pas forcément compte et on replonge. Là où il y a un problème, c'est quand on se réveille
et qu'on n'arrive pas à replonger dans le sommeil. Et là, on ne replonge pas tout de suite dans le sommeil. Donc, effectivement, ça dépend. On peut se rendre compte qu'on s'est réveillé et se rendormir et avoir extrêmement bien dormi. Hein. C'est pas forcément... Quand on dit réveil dans la nuit, c'est réveil avec insomnie. Et puis là, c'est bien, c'est calme, généralement. C'est le moment parfait pour penser à tout ce qui nous inquiète. Je pense que ça parle. Hein. Donc, nous, on va s'occuper aujourd'hui surtout de cette partie-là. Vous verrez sur les ressources qui seront mises à votre disposition, il y aura un deuxième test sur l'influence du stress sur votre sommeil. Voir si vraiment vous avez un sommeil qui est influencé par le stress ou peu. Il y a des gens où ça n'a aucune importance. Alors, le stress, il a différentes manières d'agir sur le sommeil. Et ce qui est très délétère dans le stress par rapport au sommeil, c'est que très très vite, le sommeil devient une source de stress en soi. Et là, on entre dans une boucle qui est une boucle dont il est difficile de sortir. Je vous disais un petit peu comme boutade tout à l'heure que la seule méthode qui fonctionne à 100%, c'est de se dire, à contrario, ce soir, je dois dormir. Et là, on ne dort pas. En fait, on entre à ce moment-là dans une boucle cognitive qui fait que le sommeil devient impossible. Parce que comme on se dit, il faut que je dorme, premièrement, il faut que c'est de l'action. Hein, il faut que je fasse quelque chose, notre cerveau entend, bah, je vais agir, je vais faire une chose, je vais devoir mettre en place une action. Donc c'est complètement antinomique avec le sommeil. On active aussi un circuit de surveillance, c'est-à-dire comme il faut que je sommeille, que je dorme, il faut que je vérifie si je dors. Donc on va activer des circuits neuronaux d'attention qui sont complètement antinomiques avec le sommeil. Donc c'est très difficile ensuite d'en sortir. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont des montres connectées ou des analyseurs de sommeil. Oui ? Est-ce que ce sont des choses qui vous aident pour le sommeil? D'accord, très bien. C'est pour les personnes qui en ont, c'est... D'accord. Oui, paradoxal. On va y revenir justement parce que c'est très intéressant ce que vous dites parce que effectivement les trackers de sommeil peuvent avoir un effet extrêmement positif sur le sommeil parce que rassurant en disant bah, finalement mon score de sommeil est pas mal, donc ça va. Par contre, pour d'autres personnes, il est complètement contre-productif parce que ça devient une obsession. C'est-à-dire, ah mais là, oulala, mais je n'ai eu que tant de pourcentage de sommeil lent profond. Pourtant, on m'a dit que c'était celui qui faisait récupérer. C'est une catastrophe. Donc, ça peut être ou dans un sens ou dans l'autre. Alors, tous sont nécessaires. Tous sont nécessaires. Il y a une expérience qui a été menée justement sur l'influence, et parce qu'on va justement aller travailler sur quelque chose qui va nous faire sortir de ça, sur l'influence de la surattention au sommeil. C'est une expérience qui a été faite sur des gens qui ne sont pas insomniaques et qui n'ont pas de problème de sommeil. Et on les a fait venir et on leur a dit, maintenant il y a une prime, une jolie prime d'ailleurs, hein, pour le premier qui s'endort. On vous met des électrodes, le premier qui s'endort touche une prime. Ils ont mis un temps fou à s'endormir. Alors que ce sont des gens qui n'ont pas de problème d'endormissement. Donc, le fait, on a créé artificiellement chez eux ce qui existe chez beaucoup d'insomniaques, qui est cette espèce de tension sur l'endormissement, en leur disant il faut que vous vous dormiez maintenant. Et en fait, ça a été une catastrophe pour ces gens-là. Alors, pour sortir de ces circuits neuronaux et de cette boucle cognitive qui va faire que on se dit qu'il faut qu'on dorme et puis on lâche pas prise parce qu'on est dans l'action, il existe des manières de faire. On va faire une première chose dans ce domaine-là pour un peu sortir de tout ce qui passe dans le cerveau quand on a de la peine à s'endormir ou se réendormir. Alors là, je vous ai mis certains sujets. Il y en a sûrement d'autres.
Alors, ce qu'on va faire à partir de là, c'est que on va aller obliger notre conscience à travailler sur autre chose et travailler sur quelque chose de plus apaisé, de plus calme. Notre conscience, c'est comme si elle avait deux mains. Si on occupe les deux mains de la conscience, il n'y a plus la place pour les inquiétudes sur le travail, sur les finances, sur le fait de dormir ou de ne pas dormir. Donc, c'est ce qu'on va faire avec l'exercice suivant, où on va utiliser un comptage et la respiration. Alors, la respiration, parce qu'elle ne demande absolument aucun accessoire, on l'a toujours avec nous. Et le comptage est un comptage simple. On ne va pas vous demander de compter depuis 312 en sens inverse jusqu'à 0, mais un comptage léger qui va permettre d'occuper sans surstimuler. Donc, ce qu'on va faire maintenant, et je vous propose d'essayer, c'est faire une méthode qui s'appelle 4-7-8, que vous allez pouvoir réutiliser de manière simple. Le but, c'est d'avoir des outils simples qui vont vous permettre, et en amont et au moment où vous en avez besoin, de les utiliser. Donc, ce qu'on va faire, là où vous êtes assis maintenant, on ne va pas aller jusqu'à l'endormissement, vous allez commencer par expirer complètement, puis ensuite, vous allez inspirer sur 4 temps. Ce que je ferai, c'est que je le compterai avec les doigts. Vous allez faire un plateau de 7 temps. Alors, c'est pas de l'apnée en piscine, ça n'a pas du comme ça, mais c'est simplement on suspend de 7 temps, puis une expiration sur 8 temps. Alors, si vous n'y arrivez pas, si c'est trop long pour vous, le but n'est pas de devenir bleu parce que vous n'avez plus d'oxygène. Ne suivez pas l'exercice et reprenez la respiration à ce moment-là. Mais vous allez essayer de faire cet exercice. On commence par expirer complètement. Vous pouvez expirer par la bouche, ensuite l'inspiration toujours par le nez. L'expiration, vous pourrez la faire par le nez ou la bouche comme vous voulez, pourvu qu'elle soit lente. Donc expiration complète et puis on commence par inspirer. 3, 4, pause. Expiration. Inspiration. 3, 4, pause. Expiration. Inspiration. 3, 4, pause. Expiration. Puis vous laissez la respiration naturelle. Donc nous avons fait ça sur 3 cycles. Ce que je vous encourage à faire, c'est au moins une fois chaque jour de faire 3 cycles de 4, 7, 8, comme on l'a fait là. De le faire aussi dans votre lit pour vous aider à dormir. Alors pourquoi ce rythme-là? Les 7 temps permettent à l'oxygène que vous avez absorbé au moment de l'inspiration de passer dans le sang et au dioxygène de partir. Et les 8 temps d'expiration sont une expiration longue, calme, et les expirations longues détendent. Et donc, ça permet de relâcher un relâchement musculaire, des tensions physiques et mentales. L'intérêt de faire ça, c'est qu'en comptant 4, 7, 8, à chaque fois c'est différent, vous êtes centré sur votre respiration, centré sur ce comptage, vous n'avez plus l'occasion, votre cerveau n'a plus l'occasion de penser à autre chose. Et donc, vous le préparez doucement à partir dans un lâcher-prise et dans le sommeil. Donc, c'est quelque chose, une première chose à essayer et à utiliser. Est-ce que parmi vous, il y avait des gens qui connaissaient cette technique? Oui. D'accord. C'est différent de la respiration carrée. La respiration carrée, chaque segment a le même temps. Là, on a volontairement une expiration longue pour pouvoir aller évacuer les tensions physiques et mentales. Et il n'y a même pas besoin de l'intellectualiser. L'expiration longue va apaiser. D'une manière générale, même quand vous êtes tendu, stressé pour quoi que ce soit, expirez.
Alors, dès le moment où on fait des respirations, qu'elles soient de 4 temps, de 3 temps, et qu'on va expirer longuement, on va effectivement stimuler le nerf vague. Le nerf vague va être stimulé par une respiration calme, tranquille, paisible. Cette respiration-là, pour le sommeil, c'est une respiration qui est documentée par rapport au sommeil, qui a été pas mal testée et utilisée. Il y a énormément de techniques de respiration. C'est aussi pour ça que je vous ai dit, si vous n'arrivez pas, ne forcez pas non plus. La respiration qui va être le plus efficace, ce modèle-là fonctionne très bien, mais ça va être la respiration qui vous convient. Je pense que dans le domaine du sommeil et de la respiration, la dogmatique absolue est un peu un ennemi. Parce que là aussi, on se met dans un carcan. C'est aussi apprendre à se connaître, apprendre ce qui fonctionne. Et c'est là où on a vraiment vraiment quelque chose à adapter et à utiliser. Alors, les besoins de sommeil en fonction de l'âge et à combien estimez-vous vos besoins? Là, on revient un petit peu sur le stress du sommeil. On lit beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, on lit énormément. Oh là là, mais si vous ne dormez pas 7 heures par nuit, attention. Là, vraiment, alors toutes les maladies vous sont promises. Ça va être une horreur. Il faut absolument avoir minimum 7 heures. Honnêtement, moi, j'ai des gens que j'accompagne en individuel qui me disent non mais moi je dors 6h30, mais c'est une horreur, vous vous rendez compte? Ça fait 10 ans que je dors 6h30, c'est pas suffisant. Vous êtes en forme? Vous êtes bien réveillé? Vous avez des problèmes de concentration? Ben non. Bon, a priori ça va. Il n'y a pas de panique à avoir. Donc cette tension sur le nombre d'heures peut être délétère. Alors, il est vrai qu'il y a des choses où il faut être prudent, parce qu'il y a des signes qui sont des alertes, des signaux faibles que quelque chose ne va pas, mais il ne faut pas non plus, là aussi, faire de la dogmatique. Il ne nous faut pas un certain nombre d'heures de sommeil. Il y a des gens qui souffrent d'hypersomnie. S'ils n'ont pas dormi 9h30, ils ne sont pas bien. Et d'autres qui sont des petits dormeurs qui, à 6 heures, 5-6 heures, sont bien. Donc, il faut aussi faire attention à ne pas vouloir absolument se mettre dans un carcan qui n'est pas le vôtre. De plus, les besoins et les moyennes de sommeil varient et évoluent au fil de l'âge. Donc, bien sûr, les bébés, ils dorment énormément. Enfin, on aimerait qu'ils dorment énormément, en tout cas. Et puis après, au fur et à mesure des années, les besoins en sommeil baissent. Et on voit qu'à partir de 20 ans, on passe en dessous de 8 heures. Alors maintenant, on parle de 7 heures. Honnêtement, moi, quand j'avais 20 ans, on disait 8 heures. Il faut dormir 8 heures par nuit. Et comme à partir de 20 ans, généralement, on est en dessous. Donc là aussi, on dort de moins en moins, c'est normal. Le but, c'est de savoir comment on dort. Alors là, c'est un peu plus, avec plus de moyenne, sur combien on dort en moyenne. Vous voyez que les jours de travail, en 24 heures, les gens ne dorment pas de manière égale en fonction des âges. Ces moyennes, elles sont faites par des études. Encore une fois, ce sont des moyennes et il y a des grandes variations. On dit qu'un adulte en bonne santé, entre 30 et 60 ans environ, dort entre 6h30 et 8h, 8h30. C'est la moyenne. Voilà. Tant qu'on est dans cet intervalle-là, a priori, ça va. Et encore une fois, ça va beaucoup dépendre de comment vous vous sentez le matin. Est-ce que parmi vous, certaines personnes ont déjà entendu parler d'ondes alpha? Alors, parce qu'il y a un exercice vous en avez entendu parler il y a très longtemps, d'accord. Donc, en fait, notre cerveau, quand on fait un électroencéphalogramme, on voit les différentes ondes dans le cerveau, et on a différents types d'ondes. Alors bon, c'est des dessins qui valent ce qu'ils valent, hein. Mais maintenant, on est pour la plupart d'entre nous en onde bêta. Certains sont peut-être en onde alpha. Je pense aucun en delta, a priori.
Je pense que non, personne n'est en delta. Theta, c'est déjà du sommeil profond. Les ondes alpha, c'est des ondes que notre cerveau produit quand il est détendu, quand il va s'endormir. C'est la période de transition entre la veille et le sommeil, ces ondes-là. Ce sont les ondes que l'on obtient quand on fait une technique de méditation, quand on fait une technique de sophrologie, par exemple. On va dans ce type d'onde-là. Et ce type d'onde-là est euh, très bon pour le sommeil. Et c'est ce qui va nous aider à basculer naturellement dans le sommeil. Donc, c'est pour ça que la méditation, la sophrologie, la respiration calme et paisible sont des exercices qui sont intéressants pour aller s'endormir et mieux s'endormir. Les ondes delta et les ondes θ, ce sont des ondes sur lesquelles on n'a pas du tout de contrôle. Autant on peut, par des exercices, volontairement passer des ondes bêta, qui sont les nôtres maintenant, aux ondes alpha, autant la suite, notre cerveau va le faire tout seul. Donc, nous, notre marge de travail, elle est entre bêta et alpha. Et c'est là qu'on va pouvoir utiliser un certain nombre de techniques. Ce que je vous ai proposé avec le 4-7-8, ça favorise déjà les ondes alpha. J'ai vu certaines personnes parmi vous bâiller. Alors déjà, généralement, bâiller socialement, c'est mal vu. Là, pendant cet atelier, au contraire, j'adore. Voilà. Donc, si vous bâillez, c'est que vous êtes tranquillement en train de descendre vers des ondes alpha. Tant mieux, c'est parfait. On va y travailler de manière plus volontaire maintenant. Je vais vous proposer de faire un exercice de méditation. Alors, méditation, là aussi, c'est un mot qu'on utilise pour plein de choses. La méditation en soi, c'est l'action par notre cerveau de se concentrer uniquement sur un objet de notre choix. Ça peut être n'importe quoi. La pleine conscience, c'est la conscience de ce qu'on est en train de vivre. On peut se concentrer sur une idée, on peut se concentrer sur une pensée, on peut se concentrer sur un objet. Ce sont des formes de méditation. Donc, chacun d'entre nous, on médite parfois sans le savoir. Et quand on est dans un état de flow, par exemple, on est dans un état avec des ondes cérébrales, justement, qui vont vers les ondes alpha. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous asseoir là où vous êtes, avec les pieds bien posés sur le sol. Bien prendre conscience de votre bassin, de vos fessiers sur l'assise du siège, parce que là, il va falloir rassurer votre cerveau en lui disant que il est en sécurité, il n'est pas obligé d'être complètement crispé sur un certain nombre de choses. Vous gardez le dos droit, sans raideur, on ne cherche pas particulièrement la relaxation, on fera ça tout à l'heure. Et vous allez tout d'abord ressentir vos pieds sur le sol. Vous allez enfoncer un petit peu plus les talons, enfoncer un petit peu plus l'avant des pieds. Et vous sentez vraiment vos pieds des talons jusqu'au bout des orteils. Et vous allez maintenant porter votre attention au niveau de votre nez, et plus particulièrement des ailes de votre nez. L'entrée des narines. Et là, vous ressentez l'air qui entre dans les narines et qui en ressort. Il est légèrement plus frais à l'inspiration et légèrement plus chaud à l'expiration. Vous sentez l'inspiration, vous sentez l'expiration. Et rapidement, vous allez avoir des idées vagabondes qui vont passer. C'est normal. Vous les laissez passer et vous allez ramener votre attention avec bienveillance mais avec fermeté sur la sensation de l'air au niveau de vos narines. L'inspiration et l'expiration. Et vous allez descendre un peu plus bas, ressentir l'arrière du nez dans votre gorge, peut-être l'air qui passe. Ça, c'est à l'intérieur. Et à l'extérieur, entre votre lèvre supérieure et votre nez, vous allez vous concentrer pour percevoir l'air qui passe. C'est presque imperceptible, mais vous vous concentrez. Et vous le percevez, vous le ressentez.
Et à chaque fois que vos idées s'envolent, vous les ramenez sur ces sensations. Élargissez un peu la conscience aux zones de votre corps qui bougent. Peut-être votre thorax, peut-être votre ventre. Revenez à la respiration. Et vous vous centrez maintenant sur cette respiration. La précédente n'existe plus. La suivante, pas encore. C'est celle-ci qui est importante. Puis maintenant, celle-ci. Et celle-là. Et ressentez maintenant toujours cette respiration qui est un pivot de votre méditation, de votre concentration. Vous pouvez y revenir 1 fois, 10 fois, 100 fois. Ça n'a pas d'importance. Vous y revenez. Encore et encore. Vous sentez l'air sur votre visage. Il y a l'air qui passe, votre respiration, et l'air que vous percevez sur le visage, sur vos mains, et toujours l'air qui entre et sort de vos narines. Vous allez maintenant revenir en conscience sur ce qui est autour de vous, tranquillement. Mais vous savez que quand vous le souhaitez, vous pourrez revenir sur la respiration, à nouveau vous concentrer. Commencez à bouger doucement, à reprendre contact avec ce qui est autour de vous. Vous pouvez ouvrir vos yeux, regarder autour de vous tranquillement. Bougez doucement. Comment vous sentez-vous ? Alors, c'est détendu, et c'est vrai que le but de l'exercice même n'est pas la détente. À aucun moment, on demande la détente. Mais cette technique-là, qui est là aussi extrêmement facile à utiliser, et plus vous allez l'utiliser en amont, plus elle sera facile à utiliser dans le cadre du sommeil. Je vais me permettre une analogie avec d'autres apprentissages. Vous savez que dans les apprentissages, il y a 4 phases. Il y a ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. On ne sait pas qu'on ne sait pas faire, on n'en a pas besoin, on s'en fiche. Je ne parle pas le chinois, j'habite pas Pékin, c'est pas bien grave. Vient ensuite l'incompétence consciente. Je ne parle pas chinois, j'habite Pékin, c'est embêtant. Il y a ensuite la compétence consciente. Je commence à balbutier quelques mots de chinois, mais ça demande un gros effort. Puis arrive la compétence inconsciente. Je parle couramment chinois et je m'exprime. Tous les apprentissages fonctionnent de cette manière-là. Par rapport au sommeil, au moment où on se rend compte qu'on a besoin d'outils pour améliorer son sommeil, on est dans l'incompétence consciente. On a besoin d'un outil, on ne l'a pas. Vient ensuite la compétence consciente. Là, je vous ai proposé cet exercice. Vous êtes maintenant compétent grâce à cet exercice pour vous endormir plus facilement ou vous réendormir plus facilement. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois ensemble que c'est magique et que vous allez tout de suite toujours réussir. Il y a des fois ça va très bien fonctionner, d'autres fois moins. Ça fonctionnera d'autant mieux que vous l'entraînez en amont. Quand vous avez appris à lire, vous avez appris les lettres et leur prononciation. Mais vous n'avez pas tout de suite pu lire le journal ou un livre. Vous avez pu lire le journal ou un livre parce que vous vous êtes entraîné. Et là, sur ces compétences-là, qui sont des compétences plutôt comportementales, c'est la même chose. C'est en les entraînant. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous mettre un petit rappel dans la journée pour faire 3 minutes. Ça suffit, ce petit exercice.
C'est parce qu'en le faisant dans la journée, quand vous en aurez besoin la nuit ou le soir, vous le retrouverez et croyez-moi, ça marche. 4, 7, 8, pardon? Alors, les deux. Alors, 4, 7, 8, 3 cycles de 4, 7, 8, ça demande 57 secondes. C'est un peu moins d'une minute. Celui-là, je vous encourage à le faire pendant 3 minutes. Donc, mais mettez à la limite alternez, faites un jour le 4, 7, 8, un jour ce qu'on vient de faire, de manière à alterner. Mais vraiment, les téléphones portables ont ça de bien, c'est qu'on peut mettre des petites notifications. Et de mettre une notification, c'est un bon moyen d'y penser. Parce que vous allez peut-être y penser demain. Françoise va vous envoyer les ressources, donc vous y penserez peut-être demain, après-demain, la semaine prochaine. Puis après, c'est des choses qui risquent de passer un peu... voilà, je cherchais un autre mot, mais finalement, c'est le mieux. Donc, de le mettre dans vos notifications. Pardon? Excusez-moi, je croyais que vous posiez une question. De le mettre dans les notifications, c'est vraiment un moyen très très simple et qui fonctionne très très bien pour y penser, pour l'entraîner et pour pouvoir l'utiliser ensuite. On passe à la suite si vous le voulez bien. On parlait de cycle du sommeil tout à l'heure. Vous parliez de se réveiller et se rendormir la nuit ou se réveiller et ne pas se rendormir. Alors, nous avons des cycles du sommeil. Il y a bien sûr l'endormissement. Puis, après l'endormissement, on va avoir un sommeil lent, léger. Donc, le sommeil lent, léger, on va avoir une première phase de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on va remonter pratiquement à l'éveil, en gros pour vérifier est-ce que tout va bien, est-ce que je peux plonger, et après on plonge plus longtemps et plus fort. D'ailleurs, le sommeil lent léger, je vous en parlerai parce que si vous voulez faire la sieste, on peut l'utiliser. Après le sommeil lent léger vient le sommeil lent profond, ce que effectivement les montres mesurent en disant voilà, vous avez tant de pourcentage de ci, tant de pourcentage de ça. Après le sommeil lent profond vient le sommeil paradoxal, celui où on rêve. Nous avons absolument besoin de rêver et nous rêvons toutes les nuits. La plupart du temps, on ne s'en souvient pas, mais on rêve toutes les nuits et si on ne rêve pas, on devient fou. L'URSS à l'époque avait une méthode de torture comme celle-là où il réveillait les gens, il mettait un électroencéphalogramme, il réveillait les gens chaque fois qu'ils rêvaient et ils étaient fous en 72 heures généralement. Ensuite, il y a un temps de latence. Pendant ce temps de latence, en fait, notre conscience remonte pratiquement à la surface. Parfois, c'est un éveil conscient, parfois, c'est pas un éveil conscient, mais on est pratiquement réveillé. Et là, si tout se passe bien, on se rendort et on replonge pour la totalité du cycle. Si à ce moment de latence, on a déjà récupéré un peu, si à ce moment-là, il y a un bruit, si à ce moment-là, on a une idée parce que le lendemain, on a quelque chose ou on a quelque chose qui nous inquiète, eh bien, on va se réveiller et on aura de la peine à se rendormir. Alors, un cycle, ça dure en moyenne 90 minutes jusqu'à 120 minutes. C'est pour ça que parfois, on se réveille à 5 heures du matin ou 5h30 le matin. Si on se rendort, on va forcément se rendormir jusque vers 7 heures, en gros. Parce qu'on a des cycles et connaître ces cycles, ça permet de mieux gérer son sommeil. En gros, on s'endort chaque soir à peu près à la même heure. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous vous endormez à peu près à la même heure? Qu'on soit insomniaque ou pas, hein. Les insomniaques, il y a des insomniaques qui disent « moi je m'endors à 2 heures du matin, mais avant j'arrive pas ». Donc on s'endort généralement toujours à peu près à la même heure, avec une petite marge. Le but, et ça on va en parler, c'est d'être prêt à aller dormir et à dormir au moment où le train du sommeil passe. Parce que si on le loupe, on est bon pour 90 minutes, à moins d'être épuisé. Donc c'est vraiment, connaître ces cycles du sommeil, c'est vraiment quelque chose d'important pour mieux dormir. Je vous disais tout à l'heure que les femmes dorment moins bien pour différentes raisons, notamment des raisons hormonales, notamment à partir de 45-50 ans et au-delà, avec l'arrivée de la ménopause qui va perturber le sommeil. Et généralement, les femmes, alors c'est pas systématique, mais beaucoup de femmes après 50 ans se réveillent après chaque cycle. Voilà. Donc là, avec différentes techniques, il est plus facile de se rendormir, mais ce n'est pas, voilà, vous n'êtes pas seul au monde. C'est malheureusement le cas.
L'influence de la lumière sur le sommeil, brièvement, d'où l'importance de vraiment occulter quand on va dormir et d'éviter les écrans le soir. Ça, je pense qu'on le sait tous. Les rayons lumineux arrivent dans notre œil. Ils vont, au fond, exciter la rétine et à travers le nerf optique, il va y avoir une stimulation de la glande qui s'appelle de la glande pinéale. Et la glande pinéale, quand elle est stimulée, elle empêche la production de la mélatonine. Tant qu'elle est stimulée, elle empêche la production de la mélatonine. Quand elle est moins stimulée, elle ne l'empêche plus, donc il y a plus de mélatonine, et la mélatonine aide à s'endormir. Je pense qu'il y a beaucoup de compléments maintenant de mélatonine. Ça, c'est à discuter avec votre médecin. C'est quelque chose qui est utilisé souvent pour le jet lag, mais de manière transitoire. Pardon ? Il y a des gens qui en ont déjà pris ? Après, sur du long terme, c'est comme tous les somnifères, comme toutes les choses, ça c'est pas un somnifère, mais comme toutes les choses qui vont favoriser le sommeil, de manière ponctuelle, en aide, ça peut être intéressant. Par contre, comme toute substance, ça va modifier les équilibres. Et donc, en modifiant les équilibres, on va ensuite avoir plus de peine à se passer des substances. Donc, quand la glande pinéale est activée, moins de mélatonine, donc moins d'endormissement. Ce qui est aussi un problème par rapport au changement d'heure vers l'heure d'été. Est-ce que l'heure d'été perturbe votre sommeil ? Oui, un peu. Alors, on dort moins en été parce qu'on a beaucoup plus de lumière, donc le soir, il y a beaucoup moins de mélatonine, donc on s'endort moins facilement. Alors, quand on n'a pas particulièrement de problème de sommeil, c'est pas grave. Par contre, les gens qui ont déjà des difficultés avec le sommeil, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Après cet endormissement, on va descendre, sommeil lent, sommeil léger. Les parties en orange sont les parties de rêve. Généralement, encore une fois, on ne se souvient pas de ces rêves. Les rêves permettent de consolider la mémoire, d'évacuer les tensions et les traumatismes légers. Quand les gens ont subi un gros traumatisme, ils se réveillent systématiquement. Et de faire des cauchemars, c'est pas en soi grave, sauf si c'est répétitif et si ça vous empêche de récupérer. Mais c'est le cerveau qui se détend. C'est son punching ball à lui. Donc on a un réveil 20 minutes après l'endormissement, généralement. Ce qui est intéressant si on veut faire la sieste. Si vous voulez faire la sieste, et si vous aimez le café, vous pouvez boire un café, faire la sieste, et 20 minutes après, vous allez remonter à la surface, et comme la caféine commence à faire effet 20 minutes après, bah vous allez être réveillé. Et vous avez quand même récupéré un peu. Donc, pour faire la sieste, ça peut être un bon moyen de le faire pour éviter de partir dans des cycles. Si vous êtes en déficit de sommeil, vous risquez pour la sieste de partir dans des cycles. Et là, c'est plus compliqué après la fin de la journée, c'est plus difficile. Les besoins, là je reviens sur les montres connectées et les trackers de sommeil. Les besoins en sommeil lent, léger, sommeil lent, profond et sommeil paradoxal évoluent dans la vie. Donc le sommeil lent profond, autant entre 20 et 25 ans, il présente une grande partie, autant à partir de 50 ans, on est en dessous de 10%. Donc là aussi, les trackers de sommeil, il y a des gens qui disent « Ah, mais j'ai pratiquement pas de sommeil lent profond ». Oui, alors vous avez 57 ans, c'est pas dramatique en soi si vous avez moins de 15%, c'est même plutôt physiologique. Ça, ce sont les sources de l'INSERM et de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, sur lesquelles il y a beaucoup de ressources intéressantes. Je mettrai il y aura le lien dans les ressources que je vous transmettrai. Alors, la relaxation, c'est quelque chose qui aide à dormir. Je vais vous proposer une rapide visualisation pour que vous puissiez aller travailler tranquille après sans vous stresser. Je vais vous proposer une rapide visualisation par rapport au sommeil. Je vous disais qu'on s'endort pratiquement chaque nuit à la même heure. Et il y a une autre chose par rapport à l'endormissement, c'est qu'on s'endort toujours ou presque dans la même position. Et c'est pour ça que les gens qui sont hospitalisés, qui sont obligés de rester dans une position, ont beaucoup de mal à dormir, parce qu'ils ne peuvent pas se mettre dans leur position. C'est pas forcément de la position fœtale, ça dépend des gens. Il y a des gens, c'est sur le dos, enfin, peu importe. Donc,
se mettre dans cette position-là est quelque chose qui favorise le sommeil. Troisième élément par rapport à l'endormissement, quand nous étions enfants, nous avions des rituels. C'est-à-dire que, voilà, on allait se brosser les dents, on avait notre doudou, on nous racontait une histoire. On a fait pareil avec nos enfants si on a des enfants. Et quand on est adulte, eh bien, on n'aurait plus de rituel. Pourquoi pas? Parce que c'est une manière intéressante de signifier à notre cerveau qu'on est en train de se préparer à cette pause nocturne, à cette sécurisation et à ce lâcher prise. Donc, en 5 minutes, je vais vous proposer une relaxation avec une visualisation de ce moment du coucher, de manière à préparer un moment du coucher ritualisé, bien que le mot soit un petit peu connoté, qui vous permettent de mettre en place des choses qui fonctionnent. Donc, toujours bien assis comme tout à l'heure, les pieds bien posés, le bassin sur l'assise du siège. Et là, je vous propose de vous appuyer, si vous le pouvez, vu que là, on va chercher plus de la détente et de la relaxation. Bien conscient et bien consciente de vos points d'appui, vous allez maintenant laisser vos yeux se fermer ou votre regard se poser sur le sol devant vous. Vous êtes en sécurité, bien stable. La prochaine expiration, vous laissez la détente s'installer, détente musculaire, votre tête se décontracte, votre cou, votre nuque, vos épaules s'abaissent, vos bras deviennent un peu plus lourds, votre thorax se relâche, votre ventre, vos lombaires, vos jambes, jusqu'au bout des pieds. Vous êtes conscient de votre corps, de votre posture, de votre détente. Et vous allez maintenant vous imaginer tranquillement le soir chez vous, avant d'aller dormir. Calmement, content de terminer cette journée, de vous préparer au repos nocturne. Et selon vos habitudes, vous vous visualisez en train peut-être de préparer votre lit, de vous changer, de faire votre toilette. Puis vous vous imaginez en train de vous coucher calmement, tranquillement. Peut-être de lire ou pas. De ressentir le contact du matelas, des draps, de l'oreiller. Vous imaginez en train d'éteindre la lumière. Votre respiration calme, ample, tranquille. Vous vous centrez sur votre respiration et vous laissez la respiration vous emmener tranquillement vers le repos. Vous allez maintenant inspirer pour intégrer ce scénario profondément, physiquement, mentalement. Une première inspiration, puis une deuxième inspiration. Et comme il est 13h20, qu'il n'est pas temps de dormir, vous vous permettez de bouger les pieds, les orteils, les chevilles, les genoux. Vous remettez votre corps en mobilité tout en sachant que vous retrouverez ce scénario au moment du coucher. Vous bâillez, vous vous étirez, vous soupirez. Et vous ouvrez vos yeux, un regard positif, neuf, sur vous-même, ce qui est autour de vous. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez. Donc ce scénario, cette ritualisation, c'est aussi quelque chose que je vous encourage à faire le soir en ritualisant un certain nombre d'éléments pour signifier à votre cerveau, signifier à votre conscience qu'il est temps de pouvoir aller dormir.
Alors là, je vous ai mis les rythmes qu'on appelle circadiens, donc sur 24 heures. Il y a les rythmes du sommeil, mais il y a aussi tous les autres rythmes, ceux de l'insuline, de la gréline, tous les rythmes hormonaux qui nous permettent de vivre pendant la journée. Et vous voyez que il y a des heures pendant lesquelles nous sommes en meilleure vigilance, généralement vers 10 heures du matin, et nous avons des moments de difficulté en termes de vigilance qui sont plutôt du côté de 15 heures. C'est pas forcément parce qu'on est en train de digérer, c'est juste, ce sont vraiment les rythmes. Hein, c'est pas vraiment la digestion qui fait cela. Donc, utilisez ces rythmes. Il y a des gens qui sont plutôt du matin, d'autres plutôt du soir. Observez-vous, apprenez à vous connaître. Et c'est là que vous allez pouvoir utiliser ce que nous avons fait ensemble de manière qui fonctionne pour vous. Voilà la vigilance dans la journée. Vous allez dans ce que Françoise va vous transmettre, vous aurez un agenda du sommeil qui va vous permettre là aussi d'observer. Et avec cet agenda du sommeil, vous allez avoir les explications sur comment l'utiliser. Donc vous pourrez le télécharger, l'utiliser. Ça vous apprendra là aussi à mieux connaître votre sommeil. Vous pouvez scanner l'un ou l'autre des QR codes en fonction de votre téléphone. Ça vous permettra, ce que Françoise vous enverra, de vous connecter directement par l'application et d'avoir toutes les ressources directement sur votre téléphone. Je vous conseille de créer votre compte sur l'application. C'est une application qui est hébergée en France, qui est contrôlée. Vos données ne partent pas partout. Il suffit de votre mail, c'est tout. Et ça vous permettra ensuite d'accéder directement à votre atelier qui est ici, mais que Françoise vous transmettra aussi directement dans l'application. Alors, je suis à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas, que ce soit ici ou par Teams. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en. Bon après-midi. On est entre nous, donc c'est Chatham House. Voilà. Je remets l'application parce que si jamais il y a un bouton WhatsApp, vous pouvez aussi poser des questions par le bouton WhatsApp sur l'application. Au revoir. Oui, excusez-moi. Oui, bonjour madame. Bonjour. En fait, moi j'ai une petite question. Personnellement, je fais beaucoup de micro-siestes. Oui. Le midi ou en revenant du travail. C'est 10 minutes. Oui. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, comment est la qualité de votre période de veille? De veille, c'est-à-dire Oui, dans la journée, vous vous sentez comment? Bien. Bien? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous handicape par rapport à votre vie privée ou votre vie professionnelle? Non, non. En fait, c'est juste comme... Enfin, il y a des moments de la journée où effectivement, je sens que j'ai besoin de ce temps. Mhm. Et en fait, c'est comme une batterie, quoi. Je me recharge en 10 minutes, quoi. Donc, je Parfait. voulais savoir si c'était un bon mode de fonctionnement. Salvador Dali faisait ça. D'accord, ok. Okay. Il prenait une cuillère entre les doigts et au moment où il se laissait s'endormir et au moment où la cuillère tombait, ça le réveillait et ça lui permettait de récupérer. Salvador Dali. Il faisait des micro-siestes. Autre question? Pareil, les navigateurs qui font les navigateurs en solitaire, c'est ce qu'ils font aussi. Si vous n'avez pas d'autres questions, ni ici, ni en ligne, enfin en ligne, je ne les vois pas, mais... Lequel? Celui avec l'autre QR code? Avec le sommeil. D'accord. Alors, on peut remercier Valérie, de loin comme de près, on peut l'applaudir. Si vous avez aimé cet atelier. Merci à vous. Et voilà, à méditer comme vous dites. Et la prochaine fois, c'est au mois de mai, et on se revoit pour ce qui concerne Sensei Partners avec Françoise sur une très belle expo. C'est Renoir et l'amour. Voilà.
parce que c'était quand même quelqu'un qui aimait beaucoup l'amour et le célébrer. On est au printemps.